Le parquet a rendu son réquisitoire définitif dans lequel il réclame le renvoi devant une cour d'assises pour 11 mineurs en omettant la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et sans retenir la qualification de racisme anti-blanc. Sur ce, toutes les parties font un travail d'observation. Il y a des mémoires qui sont rendus par les avocats, dont un avocat qui va d'un mémoire un peu plus conséquent, une trentaine de pages, dans lequel il va lister 14 témoins qui, au cours de l'instruction, ont donné des éléments à la justice relatant des propos qu'ils auraient entendus ou des faits qui auraient été commis et qui seraient de nature à expliquer justement que la circonstance aggravante de racisme anti-blanc devrait être retenue. Donc, ce mémoire est versé, les juges l'évaluent, et aujourd'hui, en fait, ils ont pris en compte ces éléments, et notamment, il y a un témoin dans le dossier, témoin très important, qui dit avoir entendu au moment de la scène ces propos donc rapportés: on est là pour planter des blancs. Et à partir de là, c'est comme ça en tout cas que l'avocat va construire son mémoire. L'avocat dit on ne peut pas ne pas retenir cette circonstance aggravante parce que cela figure dans le dossier. Et donc, les juges d'instruction donnent un second avis de fin d'information. C'était le 20 juillet dernier. Et dans ce second avis de fin d'information, on se rend compte que dans les chefs de mise en examen est retenue la circonstance aggravante que ces faits, et là je vais vous lire la phrase, comme ça ce sera très clair, la phrase que les juges ont écrite, que ces faits ont été commis donc en bande organisée. Ils suivent, en fait, ils gardent donc cette circonstance aggravante de bande organisée, mais aussi que ces faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération des victimes ou d'un groupe de personnes dont font partie les victimes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, en l'espèce, et c'est là où c'est important, en l'espèce, la race blanche et la nation française. Et donc, ce second avis de fin d'information vient requalifier les mises en examen. Désormais, toutes les parties ont à nouveau un délai d'1 mois pour à nouveau rendre des observations, refaire des mémoires. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est la position du parquet. Mais attendez, c'est ça qui me surprend. Est-ce que le parquet, là, va contester l'analyse des juges d'instruction? William Molinier, j'ai juste besoin de comprendre, et même je pense que les auditeurs qui nous écoutent à 16h11 aussi ont besoin de comprendre. Le parquet, c'est le ministère de la Justice. Ministère public. Le ministère public. Celui qui représente les intérêts de la société. J'entends, donc c'est le représentant du ministère de la Justice. Oui. Bon. C'est lui... Comment ? Excusez-moi, Georges Girardin. c'est le représentant de la société, c'est pas le représentant du ministère de la Justice. J'entends, mais... C'est le représentant des intérêts de la société. J'ai compris, mais... Le ministère public, quand on vient de le dire. Il est le parquet... Oui. Il est soumis à la hiérarchie du garde des Sceaux, vous avez raison. Voilà, il n'est pas, si vous voulez... un électron libre. Un électron libre. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui, tout à fait. Il a entre les mains, qu'on comprenne bien, toutes les pièces du dossier. Absolument. D'accord. Oui. Donc il a toutes les pièces du dossier. Oui. Il a tous les éléments, dont les 14 témoignages dans ce dossier qui expliquent qu'il y a effectivement, selon ces 14 témoins, des propos qui relèvent, des propos, des insultes qui relèvent du racisme anti-blanc. Et pourtant, celui qui a peut-être tous les éléments, ils ont tous à disposition les mêmes éléments ou pas, William Molinier, Georges Fenech? À partir du moment où c'est coté dans le dossier d'instruction, toutes les parties ont accès à ça. Le parquet, lui, ne relève pas
la bande organisée et il ne relève pas le racisme. Et donc, c'est l'œuvre d'un avocat dans ce dossier qui va faire un travail de sape pour permettre aujourd'hui d'avoir un travail de sape, un travail de manifestation de la vérité. Oui, une argumentation. Mais c'est pas un reproche quand je dis un travail de sape, hein, c'est un travail fouillé. C'est ça, bien sûr, d'accord, le sujet. Pardon, j'espère que je n'ai pas. Non, c'est pour faire établir la manifestation de la vérité. D'autant que vous avez raison, Elliot. Ça a été pour les associations qui ont voulu se porter partie civile, dont la Griffe, que défend Jérôme Triomphe, et il défend également des familles, j'imagine. C'est une fin de non-recevoir qui, depuis le parquet, qu'ils obtiennent depuis des mois. Le parquet ne veut pas leur répondre. Il était impossible, je sais qu'il y a Laurent de Béchade, qui est aussi à la tête d'une association pour l'égalité et contre le racisme, qui essaye de se porter partie civile. Il essuie à chaque fois des refus, fin de non-recevoir de la part du parquet. Donc oui, il a fallu se battre et ferrailler pour imposer la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Revenons aux suites du dossier, William Molinier. Là, ce qui va se passer, je vous dis, s'il y a un mois, donc pour que toutes les parties puissent à nouveau formuler des observations, et à ce terme, au terme de ce délai, on rentrera dans une nouvelle étape pour les juges d'instruction, qui sera l'écriture du renvoi devant une juridiction de jugement. En l'occurrence, on imagine, le plus probable, c'est devant une cour d'assises des mineurs. Reste à savoir si le parquet va s'opposer à cette qualification-là, si les juges d'instruction, à la fin, renverront pour cette qualification-là. J'ai eu un des avocats du dossier tout à l'heure au téléphone qui me disait oui, ça va évidemment dans le bon sens, et c'est ce à quoi en tout cas on a travaillé à cela. Attention, parce que ce n'est pas encore fini. Cette qualification-là peut encore sauter parce que en face, le parquet ou la défense, les avocats des mises en cause pourront très bien contester le caractère raciste. Voilà, le caractère raciste et emporter la conviction des juges. Mais c'est pour ça que je vous demandais de préciser, le parquet qui représente la société ne voit pas la même chose que les avocats des victimes qui représentent une partie aussi de la société, comme les avocats de la défense. Et c'est pas sans conséquence, parce que Georges Fenech. La pénalité, la qualification n'est plus la même, et la peine encourue n'est plus la même. Un meurtre simple, si je dirais, ou alors une bande organisée, c'est 30 ans. Avec la circonstance aggravante du racisme, c'est la perpétuité. Parce qu'il y a parce qu'il y a deux circonstances aggravantes. Donc ça a des conséquences. Mais votre étonnement, on peut le partager. C'est-à-dire que, mais moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est presque du courant. Sauf que là, on est dans une affaire très sensible. Qu'il y ait deux points de vue totalement opposés du parquet et du juge d'instruction sur des faits qui sont quand même factuels, si je puis dire. Ce pléonasme, ce sont des faits, puisqu'il y a 14 témoignages, effectivement, qui vont dans le sens « nous avons entendu ces propos racistes ». Donc, moi, je ne comprends pas la position du parquet. C'est pour ça que je suis surpris. Maintenant, on va attendre soit deux possibilités, soit le parquet. Ça fait 3 ans que médias et politiques disent aux victimes ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu. Ce que vous avez entendu, vous ne l'avez pas entendu. Je résume grossièrement, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et nous, journalistes, à Europe 1, à CNews, au JDD, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé, avec la plus grande prudence, mais aussi, on ne crie pas victoire aujourd'hui. Non. Il y a un gamin de 16 ans qui est mort dans des conditions atroces. Mais il n'y a pas de mais d'ailleurs, c'est d'aller faire notre travail, c'est d'être au plus près du réel. D'accord? Et pendant 3 ans, vous êtes traîné dans la boue, vous êtes stigmatisé, vous êtes caricaturé. Et mis en demeure par l'ARCOM. Mis en demeure par l'ARCOM à 2 reprises, dans ces dossiers-là. Oui. Pour un traitement univoque. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, ce que je comprends, c'est que ça n'est pas terminé loin de là. Non. Et puis ensuite, viendra le temps du procès. Je voudrais qu'on fasse une courte pause. N'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir au 01 80 20 39 21, au-delà de l'aspect judiciaire. Vous pouvez nous parler de
de ce que vous avez ressenti il y a 3 ans au moment du drame de Crépol, qui est un tournant dans la société française. Vous pouvez aussi nous parler du racisme de manière générale, du racisme anti-blanc. Est-ce que pour vous, ce racisme est un tabou? N'hésitez pas. Elle concerne le meurtre de Thomas à Crépol. C'était dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023. La circonstance aggravante de racisme a été retenue par les juges d'instruction, racisme anti-blanc, et il y a aussi la notion de racisme anti-français. Nous sommes en direct avec Marie-Hélène Toraval, qui est la maire de Romans-sur-Isère. Merci d'être avec nous, Madame la maire. Bonjour. Bonjour. Marie-Hélène Toraval, d'abord une première réaction à cette décision donc des juges d'instruction de retenir cette circonstance aggravante de racisme anti-blanc. On devrait dire, la première réaction, c'est enfin, à savoir qu'il y avait un PV de 2023 qui est ressorti en 2025. Et aujourd'hui, on a le courage d'une juge d'instruction qui considère cette notion cet état de racisme anti-blanc, alors que les victimes clament haut et fort cette situation depuis le meurtre de Thomas, c'est-à-dire en novembre 2023. Les principaux suspects dans cette affaire viennent d'un quartier dit sensible de votre ville. Et je disais tout à l'heure en préambule, vous avez eu le courage à l'époque de dire tout haut ce que bon nombre de Français pensaient tout bas. Premièrement, que cette affaire n'était pas une affaire, un fait divers, une affaire anecdotique, exceptionnelle au sens propre comme au sens figuré, mais un fait de société. Et que ce drame était aussi le symptôme de racailles, délinquants, criminels, qui pourrissaient la vie de tout un quartier. Oui, je maintiens l'intégralité des propos qui ont été les miens, et notamment sur le comportement des mis en cause. Enfin, aujourd'hui, lorsque je disais que ce n'était pas un fait divers, mais un fait de société, malheureusement, Monsieur Deval, je voulais juste regarder ce qu'a été l'actualité depuis novembre 2023. Je pense que les seuls doigts de vos deux mains ne suffiront pas pour compter le nombre d'attaques au couteau que nous avons eues sur le territoire et les drames qui se sont manifestés lors de ces attaques, quoi. Donc la notion aussi de bande organisée est importante, parce qu'on n'arrive pas à Crépol par hasard. Donc les choses, elles étaient organisées. Madame la maire, il faut dire aussi que votre vie a changé depuis novembre 2023. Parce que pour avoir mené ce combat-là, vous avez été menacée à maintes reprises. J'ai été menacée de mort 4 fois, avec 2 qui ont été arrêtés, pour lesquels, je vous le dis très franchement, j'ai obtenu des dommages et intérêts que j'ai reversés intégralement à l'association des victimes de Crépol, en soutien au combat qui est le leur, et notamment pour faire en sorte que soient considérés tous les éléments qui ont eu attrait à ce drame du mois de novembre 2023. Thomas et les autres victimes. On sait, Madame le maire, où sont les mises en cause aujourd'hui, s'ils sont toujours derrière les barreaux, en détention provisoire? Il y en a 11 qui sont derrière les barreaux, qui sont aussi défendus par des avocats qui m'ont accusé de mettre de l'huile sur le feu. Moi, je dis que de ne pas prendre en considération cette notion de racisme anti-blanc comme le demandaient les victimes, c'était leur cracher à la figure. Il faut rappeler aussi, mais ça c'est pas votre rôle, c'est le traitement médiatique à l'époque. Quoique vous avez été la cible des avocats, la cible parfois de menaces de mort sur les réseaux sociaux, des lettres qui vous ont été envoyées. Et puis il y a la manière dont on vous a présenté dans la presse. Vous étiez devenue une maire d'extrême droite. Oui, complètement. Mais vous savez, quand vous dites la vérité, quand la vérité dérange, la seule réponse qui est là, c'est de vous cataloguer, de vous insulter ou voire de vous caricaturer. Moi, j'ai assumé tout ce qui a été fait parce que je savais que ce que je défendais était juste. C'était une réalité. Aujourd'hui, les habitants de Romans-sur-Isère, les habitants peut-être de Crépol que vous pouvez croiser, 3 ans plus tard, ils vous le disent quoi? 3 ans après le drame absolu et la mort de Thomas? C'est toujours partagé. Romans où on n'est pas en marge de la société. Certains saluent le combat qui est celui des victimes et le fait que j'ai eu une parole très ouverte et très franche.
moi je dirais pas courageuse, j'ai dit ce qu'était la réalité, tout simplement. Je pense que quand on est maire, si on commence à ne pas voir la réalité, je donne pas cher de l'administration qu'on fait de sa ville, quoi. Donc je pense avoir fait les choses comme je devais les faire. Et puis vous savez, je n'étais pas seule non plus. Je me souviens d'Olivier Véran qui était venu à Crépol venir rencontrer les élus, et ensuite il avait rencontré les familles de victimes. Et déjà, à ce moment, les familles de victimes avaient fait état de ce racisme anti-blanc, et j'avais bien vu que ça dérangeait énormément, mais il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas entendu. Donc vous voyez, même les membres du gouvernement, ceux qui étaient venus, avaient entendu cette parole. Et je me souviens d'une séquence, d'ailleurs, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler, d'un homme qui a habité le coin et qui était venu interpeller Olivier Véran en lui disant « Vous n'avez pas honte ?» parce que le gouvernement avait mis beaucoup de temps avant de réagir, avant de venir voir la famille. Et il y avait cette volonté, peut-être à l'époque, de considérer qu'on était face à un fait divers. Et cet homme qui avait une veste fluo, une veste de moto, qui l'avait interpellé, je vais ressortir la séquence pour ce soir. Et qui c'est André. Comment ? André. André, il s'appelle. André. Voilà, André qui l'avait interpellé en hurlant « Vous n'avez pas honte » et qui avait complètement assumé en disant « Mais je suis papa d'une petite fille, ça aurait pu être ma gamine. » Et c'est insupportable ce qui est en train de se passer. C'est vrai que ce drame a marqué évidemment votre région, mais a marqué l'ensemble de la France et ceux qui ont pu couvrir ce drame. Parce qu'il y avait aussi, je le disais en début d'émission, cette notion du déni de réalité. Il y avait une notion de déni de réalité, et on voulait aussi nous enfermer dans une certaine forme de caricature entre la population des campagnes et la population des villes. C'était absolument ridicule. Et d'ailleurs, il y a 2 journalistes qui s'y sont essayés au travers d'un livre qui a fait un royal bid, mais qui finalement n'était qu'une somme de caricatures. Et aujourd'hui, je me dis que, mon premier sentiment, moi, quand j'ai dit ça, je cherchais pas une notoriété particulière. J'administre ma mairie, je m'exécute dans les mandats qui sont les miens. Mais à un moment donné, si on ne prend pas son courage à deux mains pour dire ce qu'est la réalité des choses, comment voulez-vous que les choses soient traitées ? Mais vous avez vu que c'est quand même un combat absolument gigantesque. Bien sûr, parce que plus de 3 ans pour arriver à faire intégrer ce que disent des victimes. Franchement, je trouve ça un peu gros. Et surtout, il faut expliquer que ce n'est pas parce que cette qualification est retenue par les juges d'instruction que les suspects et les mises en cause seront condamnés pour un meurtre en bande organisée, avec comme circonstance aggravante le racisme anti-blanc et anti-français. Donc, j'ai une dernière question, Madame la maire Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère. Je ne veux pas, et vous pouvez ne pas me répondre, mais évidemment, on a une pensée pour la famille de Thomas. Et c'est une famille qui est très discrète, qui n'a pas pris la parole, si je ne m'abuse, ces 3 dernières années. J'ai juste envie de savoir comment ils vont. Est-ce que, par hasard, vous avez eu des nouvelles ? Est-ce que Alors, je n'en ai pas eu dernièrement. Parce qu'on ne peut pas aller bien quand on perd son enfant dans ces conditions-là. Mais comment vont-ils ? C'est un combat du quotidien. Je n'ai pas eu de nouvelles dernièrement, mais je sais qu'ils sont très occupés au regard de leur activité professionnelle pendant la période estivale. Ce sont des vrais combattants. C'est des gens qui se battent pour leur fils, la mémoire de leur fils, mais aussi, finalement, dans leur combat, c'est un combat aussi qui doit faire évoluer la société française. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais moi, c'est un petit peu la manière dont je le vois. C'est le combat des victimes, c'est le combat aussi... La famille de Thomas est effectivement très, très soutenue, mais il y a les jours où ça se passe, et puis ensuite, il y a les jours d'après. Et je pense que les jours d'après, on compte ses amis, on compte ses soutiens, mais je pense qu'il y a de nombreux Français qui ne les ont pas oubliés. Non, on ne les oublie pas. Un grand merci, Marie-Hélène Toraval, d'avoir réagi en direct pour Elliott Deval et vous, Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère.